Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Vincent qui va présenter Sébastien Gendron et la société Transpod. À toi, Sébastien. Merci Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à notre invité, donc Sébastien Gendron, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Sébastien est cofondateur et PDG de Transpod, société qu'il a fondée en 2015, basée à Toronto et dont l'objectif est de développer un cinquième mode de transport, l'Hyperloop, comme alternative aux moyens existants relativement coûteux, lents et nuisibles pour l'environnement. Cette technologie est fascinante de par sa nature futuriste, qui vise à permettre de voyager dans des capsules propulsées à plus de 1000 km/h, et ceci dans des tubes sous vide. La technologie est à l'étude dans plusieurs parties du monde, et notamment ici même en Alberta. En août dernier, Transpod a signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur le développement d'une ligne reliant Calgary à Edmonton. Cela permettrait de rapprocher les deux villes en réduisant le temps de déplacement à 30 minutes. Sébastien possède plus de 15 ans d'expérience industrielle auprès d'entreprises de premier plan, dont Bombardier, Safran et Airbus. Il est diplômé de l'ISAE Supaéro à Toulouse et de l'Université d'Aix-Marseille. Avant de lui laisser la main, je vous rappelle que vous pouvez lui adresser vos questions en utilisant la section questions-réponses. Celles-ci seront traitées en deuxième partie du webinaire. Donc, welcome Sébastien, et la parole est à vous. Ouais, merci beaucoup Emmanuel, Vincent, pour cette introduction. Et puis bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et se porte bien, etc. Et puis je vais du coup en profiter de l'heure qu'on a devant nous pour présenter Transpod, ce qu'on fait au Canada et la technologie et ce qu'on prévoit également, les autres corridors qui sont également en cours de développement. Et puis on va, j'espère, échanger un maximum. L'objectif, c'est que ce ne soit pas un monologue, mais une session d'échange avec un maximum de personnes présentes. Voilà, donc je vais partager mon écran pour commencer. Et puis, on va, hop là. Je pense que ça va être bon. Vincent, Emmanuel, c'est bon? Ouais? Ok, super. Alors, Transpod, de quoi on parle? Alors, comme indiqué par Vincent, on est avant tout une société canadienne. On a des activités aussi en Europe, notamment en France et en Italie. Et quand on a démarré ça avec mon associé, qui est un docteur de l'Université de Toronto, Ryan Janssen, notre vision, c'était vraiment voilà, comment on peut mieux connecter le monde de demain. Ayant travaillé dans les transports, j'ai regardé un petit peu ce qui existait. J'étais tombé sur des concepts de transport par tube et ce qu'on appelle maintenant sous le nom d'Hyperloop. Et donc, on s'est dit, OK, comme mission, on peut se lancer dans l'aventure de développer ce concept très intéressant qui, pour nous, est la prochaine génération de transport terrestre à très haute vitesse. Donc, on parle de vitesse similaire à celle d'un avion. Donc là, vous avez le chiffre sur la diapo de 1200 km/h. Quand on parle de 1200 km/h, en fait, c'est la limite à peu près du mur du son. Donc, comme on a quand même un peu d'air dans le tube, c'est une limite qu'on ne veut pas dépasser. Après, on a d'autres problèmes physiques à régler. Au-delà de la vision et de la mission, notre objectif est aussi comment dirais-je, d'inspirer un maximum de gens. Et clairement, on n'a pas peur de dire que voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions et pas avoir de complexe par rapport aux rêves ou en tout cas aux possibilités qu'on a aujourd'hui. Alors, on a démarré la société, donc fondé la société en 2015, donc on est à Toronto, une ville d'ailleurs qui est sympathique, que je vous invite à venir visiter pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. On parle donc de véhicules qui se déplacent dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Donc juste quelques mots sur le concept, après on pourra aller un petit peu plus dans le détail. C'est un concept assez simple qui existe depuis plus de 100 ans. Elon Musk, en 2013, l'a remis au goût du jour en disant c'est une bonne idée et a incité plusieurs sociétés, dont Transpod, à se lancer dans le développement technologique. Et en fait, ça consiste à avoir des véhicules qui aujourd'hui ont la taille d'un wagon de train ou d'un bus, qui se déplacent donc à l'aide de systèmes électromagnétiques dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Et c'est en fait là
L'idée du concept, c'est qu'en enlevant, on va dire, 99% de l'air, les véhicules s'affranchissent du frottement aérodynamique et peuvent théoriquement donc atteindre ces vitesses-là. Après, d'un point de vue développement économique, donc on a cette entente, ce protocole d'accord avec le gouvernement, et on ira avec le gouvernement de l'Alberta pour développer un axe entre Calgary et Edmonton. Je vous indiquerai également d'autres activités qu'on a en France, au Moyen-Orient. On a eu également des activités en Thaïlande et quelques mots également sur la partie réglementaire. Voilà. Quelques éléments clés également sur la société. Donc, nous, on a notre propre propriété intellectuelle. C'est notre avantage compétitif. Quand on a démarré ça avec Ryan, on a vraiment fait attention. On s'est dit, OK, aujourd'hui, il y a deux approches qui sont adoptées par les différentes sociétés. La première, c'est d'essayer de réutiliser des technologies existantes comme les technologies maglev que l'on connaît au Japon ou en Chine. Ceux qui ont été à Shanghai, ils ont eu peut-être la chance de prendre la liaison de l'aéroport qui va voilà, du presque centre-ville de Shanghai à l'aéroport de Shanghai. Donc, c'est un train qui monte à 400 km/h, ils ont 30 km, ils font ça en 10 minutes. Une des problématiques majeures associées à cette technologie, c'est essentiellement son coût. Donc nous, ce n'est pas cette solution-là qu'on a fait. On est parti de la feuille blanche et on a regardé comment adresser, ou en tout cas développer des brevets autour de 3 sous-systèmes clés qui sont la transmission de puissance, la lévitation et la propulsion. Donc voilà, on a breveté tout ça et on a un démonstrateur technologique qui est en cours de construction et qui sera normalement révélé au grand public avant cet été, justement pour expliquer comment ces sous-systèmes fonctionnent. On a l'objectif toujours de démarrer un centre d'essai, enfin de construire un centre d'essai à Limoges cette année. On a pris un peu de retard à cause du Covid. On devait démarrer l'année dernière, mais on a fait essentiellement de la conception. Et ensuite, d'un point de vue financement, on a eu donc du financement d'un groupe italien donc en 2016 et ensuite essentiellement du financement du gouvernement fédéral américain et de l'Union européenne. Hop, on va passer sur la diapositive suivante. Voilà, alors quelques mots sur le principe visuellement par rapport à ce que je viens de vous dire sur les diapos précédentes. Donc, des véhicules qui circulent dans des tubes. Les tubes sont connectés à des pompes à vide. Donc, c'est essentiellement du matériel aujourd'hui qui existe sur étagère. Ce sont les Allemands qui sont leaders sur le marché. La grande différence par rapport à une ligne à grande vitesse classique, c'est-à-dire que plutôt que partir sur une configuration avec des trains on va dire de plusieurs centaines de mètres, on part sur des véhicules plus petits, mais avec beaucoup plus de fréquences. Donc, on est avec des véhicules aujourd'hui toutes les 2 minutes. Et on a fait attention également au modèle économique. On s'est dit, voilà, on ne peut pas se permettre sur des investissements qui seront essentiellement privés. On se doit d'avoir des infrastructures qui soient rentables. Et en fait, pour rentabiliser ces infrastructures, on va mixer en fait on va dire le service passager avec du fret. Voilà. Et donc maximiser l'utilisation de l'infrastructure pour que l'infrastructure soit utilisée, on va dire, à 80% du temps entre 5 heures le matin, on va dire, et minuit le soir. Alors, quelques cas d'usage pour reprendre ce que je viens de vous dire. Du transport de passagers pour de la courte et longue distance. Donc, pour de la courte distance, on est essentiellement sur de la liaison aéroport. Donc, sur le lien, en tout cas sur le corridor Calgary-Edmonton, on regarde les liaisons aéroportuaires de Edmonton et de Calgary, et bien sûr sur de la liaison longue distance. Sur la partie cargo, même chose, court et longue distance. Par contre, juste pour préciser, le cargo que l'on souhaite donc, et que l'on va transporter, c'est du cargo sensible au temps. Donc, on est essentiellement sur tout ce qui est nourriture et commerce en ligne. On n'est pas du tout sur du transport de matières premières. La matière première peut attendre 24 heures de plus. Ça ne changera pas grand-chose à l'arrivée.
et pas besoin de développer des nouvelles technologies. Ils peuvent utiliser un train classique, ça marche très bien. Une chose aussi importante, quand on a commencé ce développement avec Ryan, on s'est dit, OK, il faut pouvoir aller au-delà de juste l'aspect vitesse. Il faut qu'on soit capable en fait, d'enlever, d'avoir un système qui soit beaucoup plus flexible que ce qu'on connaît aujourd'hui et d'enlever tout le stress associé au voyage. Et quand on dit enlever tout le stress, c'est d'être capable de fournir la fréquence du métro, en fait, avec la vitesse de l'avion. Et cette fréquence du métro, en fait, c'est d'amener ou de permettre à l'usager de demain d'avoir la flexibilité de son heure de départ. C'est comme le métro, si vous arrivez 2 minutes, enfin, si vous loupez la rame de métro qui part devant vous, vous savez que vous avez la prochaine qui arrive 2 minutes après. Et donc, c'est d'avoir cette dynamique-là pour justement ne pas avoir le stress de se dire, mince, je suis coincé dans le trafic, dans les bouchons, je vais manquer mon avion ou mon train, je vais être obligé de repayer mon billet d'avion, etc., etc. Mais voilà, vraiment d'amener cette flexibilité-là demain. On regarde également à comment améliorer l'expérience passager, donc avec vraiment intégrer au maximum les usages d'aujourd'hui et de demain, de capturer au maximum voilà, les envies de chacun et de développer des intérieurs avec différentes configurations. Là, typiquement, sur l'image de droite, on a une configuration qui peut être partagée en fait, avec l'ensemble des passagers de la capsule, ou si on regarde sur l'image en bas à droite, avoir des écrans ou en tout cas des interfaces utilisateurs personnalisées. Donc, on regarde en fait un petit peu tout ça, et aussi un des commentaires que l'on a souvent, c'est adresser l'aspect claustrophobie. Même si je suis plutôt optimiste sur le sujet, on a des milliards de gens qui prennent le métro tous les jours, et l'aspect claustrophobie n'est pas forcément un problème aujourd'hui. Et pour ceux qui ont eu la chance de prendre également l'Eurotunnel qui relie la France à l'Angleterre, l'aspect claustrophobie aussi n'est pas très problématique. Indépendamment de ça, rien ne nous empêche d'améliorer voilà, l'expérience passager. L'équipe, très diverse, je suis assez fier de ça. C'était un des objectifs au-delà en fait, de l'aspect techno. On a des gens d'horizons voilà, très variés, entre voilà, Bjorn là, sur la partie engineering qui est actuellement en Suède, Sadira qui nous gère toute la partie finance, qui est issu des Caraïbes, Ryan lui-même qui est canadien, moi-même français à l'origine. On a des gens d'Iran, on a des gens de Russie, on a des gens de Chine. Donc, et je le confirme, la diversité aujourd'hui en entreprise permet d'assurer un niveau de performance supérieur à des… c'est pas juste pour faire joli ou pour faire bien, c'est vraiment un facteur de performance, en tout cas chez Transpod. Côté partenaire, donc le groupe Angel, donc, qui sont nos investisseurs initiaux, l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a accordé des fonds fin 2019, et également voilà, des acteurs de renommée mondiale, XLIM et IRCR qui sont deux laboratoires de renommée internationale qui sont basés à Limoges, Mars qui est l'incubateur ou la pépinière, l'équivalent on va dire de la station F à Paris, mais l'incubateur qui est basé à Toronto et qui d'ailleurs démarre des activités à Calgary, EDF, Intuitive qui est une société d'ingénierie en construction qui est basée également en Alberta, la SAD qui est une filiale de Veolia, etc. Donc voilà, et ça ce sont les principaux, on a bien d'autres partenaires et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les développements en Alberta. Alors quand on a démarré au Canada, on nous a dit, OK, enfin, on a regardé comme de façon objective quels étaient les corridors les plus intéressants économiquement parlant. Le plus important, c'est bien sûr Toronto, Montréal, et le deuxième, c'est Calgary, Edmonton. En discutant avec Transport Canada au niveau du fédéral, on nous a dit, Seb, Toronto-Montréal, c'est pas le plus simple. Tu dois
va falloir convaincre 2 provinces, que ce soit le Québec et l'Ontario, qui ne sont pas toujours d'accord entre elles, on va dire. Et c'est aussi plus long. Il y a plusieurs acteurs. Il y a d'autres acteurs déjà présents, notamment Via Rail sur la partie passager. Donc, ça reste un des corridors phares sur lequel on travaille. Mais côté, voilà, pour commencer, on nous a fortement recommandé de travailler en Alberta pour plusieurs raisons, en fait. La deuxième, c'est qu'économiquement, déjà, c'est un corridor très intéressant. Il y a suffisamment de trafic entre les deux villes pour justifier le coût d'infrastructure. C'est également, c'est droit. C'est que 300 km comparativement aux 700 km de Toronto-Montréal. La densité entre les deux villes est assez faible et le relief est plutôt, enfin, voilà, c'est pas accidenté, c'est plat. Donc, on est en fait un peu le candidat idéal pour développer ce nouveau mode de transport. Et on a commencé en fait avec le gouvernement, donc NDP, donc ça c'était en 2017. Donc on avait commencé les discussions et puis depuis début d'année dernière, donc début 2020, on a entamé, voilà, on a des bonnes relations avec le ministère des Transports, donc Alberta Transportation, et le ministre Rick McIver. Ça se passe très bien. On a notre sponsor politique et on a signé donc ce protocole d'accord avec la province au mois d'août l'année dernière. Et là, ça avance plutôt bien et je vais pouvoir partager avec vous un petit peu les étapes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors, à court terme, on a une étude de faisabilité qui est d'ailleurs en cours. On a présenté, donc l'étude de faisabilité, c'est un peu la première étape pour n'importe quel gros projet d'infrastructure, dans le sens où il faut confirmer voilà, le modèle économique et la rentabilité d'un tel projet. Donc, on regarde les niveaux de trafic et les projections associées pour, ni plus ni moins, voilà, confirmer, après, en fonction du coût d'infrastructure au kilomètre, confirmer que ce type de projet va être rentable et intéressant pour des investisseurs privés. Donc, l'étude est en cours. Résultats préliminaires ont été présentés au gouvernement avant Noël et le rapport définitif doit être présenté fin avril. On a d'ailleurs un point d'étape avec le ministère lundi prochain. Donc pour continuer voilà, à leur présenter l'état d'avancement du sujet. En parallèle, on travaille et on discute avec différentes institutions financières pour notamment sécuriser le budget et construire un premier segment de l'infrastructure à partir de 2023. Donc l'objectif, et aujourd'hui, on a des institutions qui ont confirmé leurs engagements financiers. Donc, toute la paperasse à finaliser et on devrait pouvoir, j'espère, annoncer donc, comme quoi on a clôturé le financement de ce projet-là d'ici la fin de l'année. Donc, si tout se passe bien avec donc l'annonce de ce financement-là, en 2022, l'objectif, c'est d'obtenir toutes les autorisations, que ce soit en termes d'autorisation environnementale, de permis de construire, les consultations publiques également pour informer les différentes municipalités du projet, afin de pouvoir démarrer en fait les travaux de ce premier segment en 2023. Quand je parle de ce premier segment, ce sera une liaison aéroportuaire. Aujourd'hui, entre Calgary et Edmonton, Edmonton a un avantage pour plusieurs raisons. On a une préférence pour Edmonton de par la distance qui sépare en fait l'aéroport à la ville d'Edmonton. On a besoin d'à peu près 20 km et c'est à peu près la distance qui aujourd'hui sépare l'aéroport en tout cas des limites de la ville. Et la densité en fait de population et de construction est très faible. Voilà, entre l'aéroport et encore la ville. Donc, en termes de coût d'infrastructure, ça réduit la facture. Donc, démarrage de la construction pour ce premier segment en 2023. On prévoit 2 ans pour construire cette ligne-là. Ensuite, 2 ans d'essai et avec un objectif de certification autour de 2026-2027. Et après, ça nous donnera en fait le feu vert pour construire le reste de la ligne.
Ben, du coup, la dernière diapo tombe à point nommé. L'objectif, donc, certification, on vise une certification en fait cargo pour 2026 et une certification, on va dire, passager autour de 2027. Et donc, dans le meilleur des cas, en fait, une entrée en service de la ligne autour de 2031. Après, je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'on va avoir comment dirais-je, des problèmes à régler en chemin, mais on peut, de façon réalistique, parler d'une entrée en service entre 2030 et 2035. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'avais peut-être quelques points encore si on revient un petit peu sur la technologie, pour revenir un petit peu sur l'avantage concurrentiel de Transpod, pour garantir en fait un modèle économique, ou en tout cas un avantage économique sur l'infrastructure que l'on développe. Notre objectif en fait a été de concentrer l'ensemble de la technologie sur le véhicule pour avoir une infrastructure la plus simple possible et réduire au maximum les coûts d'infrastructure. Donc ça, c'était un des points. Et ensuite, si on revient sur cette diapo-là, juste pour la partie réglementaire, ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe a pris le leadership sur le sujet depuis 2018. On se voit quasiment tous les 3 mois avec nos concurrents. Donc aujourd'hui, il y a 8 acteurs, 7 sociétés privées, plus le gouvernement sud-coréen qui développe ça également depuis 2011. Et donc là, voilà, l'objectif est d'avoir un cadre réglementaire avant 2025 pour ensuite pouvoir certifier la technologie. Il y a eu il y a eu des sessions avec Transport Canada. Donc Transport Canada également est impliqué ou en tout cas informé des travaux de l'Europe. Et bien entendu, le ministère des Transports en Alberta est également dans la boucle. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai hâte de voir un petit peu les questions qui ont été posées et puis pour pouvoir y répondre et d'échanger avec vous tous. Merci Sébastien pour cette présentation très éclairante. On a des questions que je vais lire, mais j'encourage les auditeurs à en poser d'autres. On a pas mal d'autres questions qui viendront s'ajouter. Mais j'aimerais d'abord citer notre consul général de France à Vancouver, Philippe Sutter, qui nous met un gentil mot. Merci de ce webinaire qui a retenu toute l'attention du ministre Schweitzer sur Twitter. Donc, ça méritait d'être signalé. Donc, je commencerai par les questions dans l'ordre chronologique. On a Benjamin qui pose la question suivante. Pour l'instant, on parle d'un axe Calgary-Edmonton. D'autres projets peuvent-ils se développer? Et j'ai envie de rajouter à cette question, Sébastien, pourquoi le Canada en premier lieu, surtout quand tu dis que l'Europe a une forme de leadership dans le domaine, et donc pourquoi pas des premiers tests en Europe? Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Alors, pourquoi le Canada? En fait, c'est simple. Personnellement, professionnellement, après Airbus à Toulouse, j'avais eu une opportunité avec Bombardier à Montréal. Donc, j'avais commencé à travailler. Donc, je suis au Canada depuis 2010. Et donc, déjà là, à l'époque, voilà, je sentais que travailler dans les grands groupes, ce n'était pas trop mon truc. Je ne suis pas forcément un très bon employé. Et donc, je me suis dit, il va falloir que tu démarres ta boîte à un moment ou à un autre. Il y a plusieurs sur la partie entrepreneuriale, juste pour en aparté. Dans les grands groupes, en fait, on arrive souvent à la conclusion de se dire, enfin, en tout cas, dans un travail X ou Y, je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Et si on commence à se lever le lundi en se disant vivement le vendredi, vivement le week-end, je pense qu'on c'est pas bon, quoi. Et donc, du coup, après, voilà, ces différentes expériences, on a démarré l'entreprise avec Ryan en 2015. Et donc, du coup, j'habitais au Canada, donc tout simplement. Après, j'aurais été ailleurs, ça se serait peut-être fait, pas fait, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on était au Canada. Et là, il se trouve qu'avec, j'ai eu beaucoup de Canadiens qui m'ont dit, oui, tu vas voir, le Canada n'aime pas être leader, comme ils disent en anglais.
We like to be first to be second. Ouais, voilà. Et je pense qu'on devrait pouvoir prouver le contraire en Alberta. On a trouvé une bonne dynamique dans la province pour justement être les premiers et montrer un certain leadership. Mais du coup, pour revenir sur l'Europe, l'Europe a un leadership au niveau réglementaire, c'est-à-dire que la Commission européenne des transports a pris le sujet à bras-le-corps et comme toute institution en fait dire gouvernementale, ils ont un mandat en fait d'accompagner tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit l'aspect réglementaire pour les drones, que ce soit pour les voitures autonomes, etc. Et ensuite, ces différentes institutions sont plus ou moins, on va dire, conservatrices. Et donc, certaines, on va dire, respectent leur mandat et disent OK, on y va. Et d'autres sont un petit peu plus frileuses et attendent qu'il y ait des choses, que les progrès soient plus avancés. Donc, l'Europe, ça marche bien. Le ministère des Transports en Alberta, ça marche bien. Le département des Transports aux États-Unis, ça marche bien aussi sur la partie réglementaire. Après, voilà, Transport Canada et également le ministère des Transports en France sont un peu plus frileux et pas forcément super ouverts sur les nouvelles technologies. Mais bon, ça va changer dans les prochains mois. Voilà. Et donc, après, ouais, la question est, alors je ne vais pas essayer d'être synthétique. Sur les corridors qui sont en cours de développement, on a en France 2 corridors sur lesquels on travaille. C'est Paris-Le Havre et puis Paris-Toulouse. Donc, Le Havre est intéressé notamment avec le port. On a la ville de Rouen qui est intéressée également à être connectée. La région Normandie qui est également intéressée. Et on a la même dynamique également sur l'axe Paris-Toulouse. On travaille aussi sur un axe, au Moyen-Orient, il y a 2 corridors qui sont en cours de développement et sur lesquels sont aussi mes concurrents, notamment Virgin aux États-Unis. Donc, il y a Abu Dhabi-Dubaï et puis la liaison des 2 côtes en Arabie Saoudite. Si je ne me trompe pas, c'est pour relier la Mecque à Daman avec Riyad au milieu. Donc, il y a ce corridor-là qui est… Aujourd'hui, le gouvernement a même lancé une étude de faisabilité économique pour étudier ces nouvelles technologies. Et après, on travaille sur d'autres corridors également en Australie. Il y a 2 corridors très importants sur lesquels on regarde de façon assez précise ce qui se passe. C'est Brisbane, Sydney et Sydney-Melbourne qui sont très intéressants. Et après, pour revenir sur le Canada, et après j'aurai terminé, Toronto-Montréal, mais même voilà, Toronto-Montréal, il y a quelques… tout le monde n'est pas encore d'accord. Et du coup, on est parti dans l'autre sens. Et aujourd'hui, on travaille sur Toronto-Détroit. Voilà, on a commencé des discussions avec l'État de Michigan et le ministère des Transports en Ontario est bien au courant de Transpod. Voilà. Ok. Pas mal de projets et pas mal de prospects, effectivement. Je pense que ça répond à plusieurs questions, notamment celle d'Éric sur les contacts avec l'Union européenne ou bien ciblez-vous des espaces plus vierges, moins équipés. Donc, je crois que ça répond bien. Ouais. Pour compléter à la limite, excuse-moi Emmanuel, pour Oui. compléter à la limite la réponse d'Éric, l'Europe, la stratégie, enfin en tout cas en France, est de travailler notamment avec ceux qui possèdent les faisceaux, notamment la SNCF, pour réutiliser ces faisceaux-là et de ne pas avoir à recréer des faisceaux parce que voilà, la densité de population est beaucoup plus importante qu'au Canada et du coup la complexité derrière sera clairement différente et plus élevée. Ok. On avait également la question de Roy qui était un peu sur le même sujet, le choix de la localisation des premiers projets. Roy, tu écris, Roy qui est notre consul honoraire de France ici à Calgary. Comment comparer avec le projet actuel à Montréal? Donc, je ne sais pas à quel projet tu fais référence, Roy. Sébastien, es-tu au courant d'un projet concurrent? Si on veut rentrer un petit peu dans les détails, Via Rail aujourd'hui a un projet de ce qu'ils appellent de train à haute fréquence entre Toronto et Montréal.
Et ils essayent de développer ça un petit peu peut-être comme le train qu'ils essaient de mettre en place entre Calgary et Banff. Alors, c'est peut-être pas de la haute fréquence, mais on va dire des technos plus traditionnels. Et donc, le message que j'essaie de faire passer au niveau du fédéral, c'est que nous, en fait, on n'est pas… nous, Via Rail, ce n'est pas un concurrent. Moi, je vois Via Rail comme un client, comme Air Canada. C'est-à-dire que Transpod est un… Donc, on conçoit avec l'objectif de fabriquer et de vendre des véhicules de transport. De la même façon que Airbus ou Bombardier développent des avions ou des trains, ou Alstom maintenant, développe des trains et les vend à la SNCF. Donc, Via Rail, pour moi, ou Air Canada sont des clients. Mais c'est là où il y a quelques schémas qui sont hybrides. Via Rail, comme la SNCF en France, même si ça change avec l'ouverture à la concurrence en France, possède pas uniquement le matériel roulant, mais également l'infrastructure, ou en tout cas, ils ont des intérêts directs avec l'infrastructure. Et c'est là où on a quelques conflits. Mais bon, voilà, une étape à la fois. On a cette chance en Alberta que Via Rail ne soit pas impliqué. On n'est pas en concurrence avec CN ou CP parce qu'on, même au niveau des marchandises, on ne prévoit pas de transporter la même chose. Et on peut développer notre propre corridor. Et ensuite, notre stratégie, en fait, c'est ni plus ni moins le modèle économique qui, en tout cas sur le papier, est plus intéressant que celui de Via Rail. Et donc, petit à petit, voilà, c'est de convaincre les pouvoirs publics comme quoi une solution comme celle de Transpod est plus pertinente et pas forcément, on va dire, pas forcément en contradiction avec le modèle économique de Via Rail. Voilà. D'accord. Alors, une question d'Eric encore. Où en sont les Chinois sur l'Hyperloop? Alors, les Chinois, ils ont fait un autre choix stratégique. Alors, il y a quelques développements qui sont faits au niveau d'une… il y a une université, je crois, qui développe quelques trucs, mais pas grand-chose. Ce n'est pas significatif. C'est ceux qui sont en avance, ou qui ont vraiment mis de l'argent derrière, c'est plutôt la Corée du Sud. Et le choix technologique des Chinois, c'est de développer un train maglev qui doit monter à 600 km/h. Et donc là, la problématique du maglev, c'est que donc, il faut installer en fait des électroaimants, pas uniquement sur le véhicule de transport, mais également sur l'infrastructure. Et et c'est des éléments qui sont très onéreux. Et tous les ans, on entend dire que la ligne typiquement maglev qui relie l'aéroport de Shanghai va être arrêtée pour des raisons économiques. Pour l'instant, elle tourne toujours, donc on verra à l'avenir ce qui se passe ou comment ils améliorent ça. Mais en termes de maintenance, voilà, aujourd'hui, c'est pas… il vous faut des niveaux de trafic hallucinants pour justifier le coût de l'infrastructure. Et il n'y a qu'au Japon où ils arrivent à justifier ce type d'infra. Donc, est-ce que le choix de la Chine est pertinent? Est-ce que c'est juste de la prospective? Est-ce que ça va continuer? On avait eu des retours du plus gros acteur chinois qui nous avait dit non, mais nous, on va attendre qu'il y ait un ou deux acteurs qui sortent du lot, et puis une fois que tout sera développé, on vous rachètera. Je dis, bon, c'est une stratégie comme une autre. Après, on verra si on est à vendre ou pas. Donc, l'avenir nous le dira. Voilà. Ok. Alors, une autre question, cette fois, sur les coûts. Alors, je vais peut-être grouper plusieurs questions, Sébastien, si tu veux bien. La première question de Joël, quel serait le coût de l'investissement pour la ligne en Alberta et comment ça se compare à l'aérien du point de vue de coût d'opération? Une question de Sébastien, alors là sur les coûts plutôt d'usage. Par rapport à l'avion, savez-vous évaluer la différence de prix pour le trajet passager Calgary-Edmonton? Et enfin, j'ai envie de rajouter une troisième question sur le coût. Comment vous vous comparez au TGV français, par exemple, en termes de coût d'investissement, coût d'exploitation? Si tu pouvais avoir une réponse globale à ces trois sujets. Ouais. Alors, par rapport au TGV ou même le prix du ticket, on va dire, pour un aller simple entre Calgary et Edmonton, aujourd'hui, on est entre 60 $ et 80 $ canadiens. Voilà. Ça, c'est à peu près les chiffres aujourd'hui. Le coût d'investissement sur l'infra, et là, je vais mettre des guillemets,
Aujourd'hui, sur l'étude de faisabilité, on est rendu, alors tout compris, hein. Quand je dis tout compris, c'est les gares, les terrains, l'infra, le matériel roulant. On est sur une enveloppe de 20 milliards. Voilà. Donc ça, c'est pour construire 300 km. Ensuite, là où il faut faire vraiment attention, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que accéder au financement aujourd'hui, c'est pas, enfin, c'est presque, je vais même caricaturer, aujourd'hui pour moi, avec le support maintenant, le sponsorship de l'Alberta, c'est presque plus facile de lever des milliards que de lever des millions pour la boîte technologique, parce qu'il y a une visibilité sur les revenus. Et pour revenir sur ce que je disais pendant la présentation, le modèle économique est très important. Il faut être capable de rentabiliser la ligne d'infrastructure. Et pour la rentabiliser, il faut que l'infrastructure soit utilisée tout le temps, en fait. C'est comme ce que font les compagnies low cost, on va dire, en Europe essentiellement ou aux États-Unis. Un avion de chez EasyJet, il va voler, un 320 de chez EasyJet va voler quasiment 16 heures par jour, 16 heures sur 24. L'avion vole tout le temps pour le rentabiliser. Et nous, de notre côté, en fait, il faut regarder, il faut changer d'un peu de… C'est là où on a un peu l'effet, un paradigme, de ne pas regarder uniquement le taux de remplissage du véhicule. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Europe avec les trains. On dit, OK, il faut que le train soit plein à 80%, sinon on va commencer à perdre de l'argent. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a que 20% des lignes TGV en France qui sont rentables. En fait, il faut regarder également le taux de remplissage de l'infrastructure. Il faut que l'infrastructure soit utilisée, comme je disais, de 5 heures le matin jusqu'à minuit le soir et de garder juste la plage de nuit pour la maintenance. Et si vous arrivez à faire ça, en fait, vous générez suffisamment de revenus pour avoir un modèle économique qui soit pertinent pour des investisseurs, pour des institutionnels. L'institutionnel, en fait, aujourd'hui, pour ceux qui sont au Canada, on discute avec l'ensemble des fonds de pension canadiens. C'est des gens qui gèrent des centaines de milliards. Si on prend BlackRock aux États-Unis, c'est 8 000 milliards en gestion. C'est juste des montants astronomiques. Et donc, donc il y a même trop de liquidités sur les marchés. Mais ça ne veut pas dire que les mecs vont faire des chèques en blanc. Et il faut être capable, et c'est l'effort que l'on fait aujourd'hui, de démontrer cette rentabilité économique. Voilà. Alors, sur le point spécifique de la question de Sébastien, par rapport à l'avion, Ouais. vous avez déjà évalué la différence de prix pour trajet passager Calgary-Edmonton. Alors, tu as cité, je crois, 60 à 80 $. Ouais, aller simple. Aller simple, Ouais. c'est le prix qui est ciblé. Je ne sais pas quel est le prix de l'avion, mais c'est bien au-delà des 100 $. Je sais, pour l'avoir pris, qu'auparavant, il y avait une ligne Red Arrow qui faisait le trajet Calgary-Edmonton. Ouais. Je ne pense pas qu'elle soit encore en service. Et à l'époque, je parle ça il y a plusieurs années, on était déjà pour un aller simple autour de 65 $, quelque chose comme ça. Pour un bus qui met 3 heures pour relier les deux villes. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, après, il y a aussi quelque chose auquel on fait attention, et on a déjà discuté avec le gouvernement. Alors, c'est bien d'avoir des initiatives privées. Aujourd'hui, on fait attention à ce que ces initiatives privées aient en fait un volet sociétal. Je vais expliquer un petit peu mon propos. Quand je parle d'un volet sociétal, c'est-à-dire que ça ne devienne pas un transport pour les riches. Parce que demain, Calgary-Edmonton ou Toronto-Montréal, c'est des corridors où il y a de la demande, en fait. Et donc, on va dire, on va pousser le bouchon ou la logique un petit peu plus loin. On va dire, OK, on a un corridor qui est 100% privé, avec, on va dire, le corridor, l'infrastructure est détenue par, je ne sais pas moi, un fonds de pension, une société de génie civil X ou Y et Transpod. Et ensuite, le modèle, c'est qu'on vend ou on monétise des slots de transport. Comme ce que fait un aéroport où ils ont des slots d'atterrissage et à chaque fois qu'un avion atterrit sur l'aéroport, ils payent une redevance. Donc nous, à chaque fois qu'une société, on va dire Via Rail ou DHL ou FedEx, va utiliser la ligne, cette société-là va payer une redevance
à ceux qui possèdent l'infrastructure. Donc, on va dire, voilà, Air Canada ou WestJet opèrent des véhicules dedans. Et s'il y a suffisamment de demandes et s'il n'y a pas de contrôle sur le prix, rien ne les empêchera d'augmenter le prix du ticket à des montants plus élevés parce que de toute façon, la demande est là et que les gens sont prêts à payer plus cher, etc. C'est un petit peu l'effet qu'on a aujourd'hui entre Toronto et Montréal où avant la pandémie, si on prenait les billets d'avion en dernière minute, c'était des billets à 300 $ aller simple. Voilà, parce qu'il y a de la demande, l'avion est plein, donc les prix augmentent, quoi. Et c'est ça, c'est le risque un petit peu que l'on voit, où demain, s'il y a de la demande, et c'est le cas, hein, la demande entre Calgary et Edmonton, l'effet pervers, c'est que les prix augmentent parce que les gens sont prêts à payer plus cher. Et donc, si je suis le modèle, est-ce qu'on pourrait imaginer un cas où des compagnies comme Air Canada, qui assure des liaisons Calgary-Edmonton en avion, passent par Transpod pour rediriger une partie de ce trafic, mais l'opérer, ce trafic passager via la ligne Transpod au lieu d'affréter des avions? Après, je vais être honnête avec vous, hein, notre objectif est, on est en concurrence directe avec l'aérien sur des corridors à très forte fréquentation. Mais c'est là où je pense que ça va être aux compagnies aériennes de s'adapter. Une compagnie aérienne demain n'est pas obligée d'opérer que des avions, peut avoir une flotte d'avions pour des voyages, on va dire, transcontinentaux, ou on va dire oui, transcontinentaux, et pour des liaisons locales, opérer des véhicules Transpod, tout simplement, et d'avoir voilà, une intégration complète. Et aujourd'hui, c'est les tendances qui se mettent en place. Aujourd'hui, en fait, l'Union européenne, dans son initiative, dans le budget du Green Deal, voilà, pour adresser les problématiques climatiques, a identifié 82 initiatives. Et donc, tout ce qui est transport par tube, Hyperloop, fait partie des initiatives. Je ne l'ai peut-être pas mentionné dans ma présentation, mais on est sur un système 100% électrique. Donc, on a l'objectif est également de développer un système qui soit durable, qui ne fonctionne pas à l'énergie fossile, et du coup, qui peut être une alternative en fait, intelligente au vol court courrier entre les grandes métropoles. Voilà. Par contre, on ne remplacera pas l'avion, on n'ira jamais au petit village. Le coût d'infrastructure, l'investissement nécessite à ce qu'il y ait un niveau de trafic quand même important. Et, je reviendrai sur l'aspect changement climatique et bilan carbone de la technologie, mais là, j'aimerais passer dans le domaine technique, puisqu'on a plusieurs questions assez précises, assez techniques. Alors, je vais encore une fois les grouper. Pourquoi des piliers en béton en hauteur plutôt qu'un tube au niveau du sol? Question d'Eric. Et là, je pense que c'est dans une logique de coût. C'est quelque chose que vous avez étudié. Donc, quelle est ta perspective là-dessus? Une autre question est très pertinente. Est-ce que les conditions climatiques ont un impact sur la technologie? Il fait froid en Alberta, il peut faire jusqu'à moins 30, moins 35, moins 40, mais il peut faire chaud aussi en été. Les matériaux se dilatent. Je comprends que la technologie Transpod est basée sur des tubes sous vide. Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de vieillissement de matériaux qui amènent des pertes d'étanchéité? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui. En fait, ce qui est sympa avec l'Alberta, c'est qu'ils ont une expertise très intéressante dans tout ce qui est pipeline. Et ils ont un peu les mêmes problématiques. Alors, ils sont pas, c'est pas des tubes, c'est des tubes en surpression, si je me trompe pas, et pas on va dire à faible pression. Mais au niveau de la dilatation des matériaux, on est exactement sur les mêmes contraintes et un pipeline ne peut pas se permettre de fuir non plus pour des raisons environnementales. Et donc, on travaille aujourd'hui sur toutes ces problématiques-là avec les joints d'expansion. OK, on met un joint d'expansion tous les combien de mètres. On essaye d'optimiser également le tube. Aujourd'hui, on est sur des tubes en acier de 4 mètres de diamètre. Après, on joue, c'est toute une histoire de compromis sur l'épaisseur du tube pour pas que ce soit trop lourd et de compenser, enfin dire, l'épaisseur avec des
des arceaux pour renforcer également structurellement le tube. Il y a tout ce qui est calcul ensuite derrière pour s'assurer que le tube ne s'écrase pas sur lui-même. On voit certaines vidéos très critiques à ce sujet-là sur Internet où on compare notre infrastructure à une canette de coca qui va s'écraser sur elle-même à partir du moment où on va mettre le tube sous vide. Voilà, tout ça, ça se calcule assez bien. Il n'y a pas de, voilà, on n'a pas de problématiques majeures. Les sociétés de génie civil avec lesquelles on travaille sont plutôt confiantes sur le sujet. Ensuite, pour reprendre la question au sol, enfin, en surélevé plutôt qu'au sol, c'est un des débats que l'on a actuellement. Les premiers retours qu'on avait eus, c'était que surélever l'infrastructure serait trop cher. Après, on nous a parlé également de possibilité d'avoir des poteaux qui soient préfabriqués. L'inconvénient de l'avoir au sol, alors a priori, ça pourrait être potentiellement moins cher, mais l'inconvénient de l'avoir au sol, c'est que là, du coup, on retrouve en fait la problématique des lignes ferroviaires, c'est-à-dire qui coupent le territoire ou le terrain en deux parcelles voilà, séparées. Et ça, c'est problématique pour les fermiers. Aujourd'hui, en fait, on a une approche, si on a une structure surélevée qui a aujourd'hui notre choix, on va dire, notre préférence, qu'on permettrait aux agriculteurs de continuer à exploiter leurs champs sans avoir à, comment dirais-je, voilà, à passer à développer des ponts ou des espèces de petits tunnels pour qu'ils puissent passer de l'autre côté ou à tout contourner pour qu'ils puissent continuer à exploiter leurs champs. Et les négociations, en tout cas les accords que l'on aurait avec les propriétaires terriens, ce serait un petit peu assez similaire à ce qu'on peut avoir pour l'éolien, où en échange en fait, d'un droit de passage sur une ferme, on paierait l'électricité en fait, aux fermiers pendant X années. Donc ça, c'est une des propositions qu'il y a aujourd'hui sur la table, au lieu de parler tout de suite d'expropriation, parce qu'on a décidé qu'on allait passer là et que personne n'a son mot à dire, etc. Donc si on peut éviter ça, on va éviter ça. Après, il y a aussi l'aspect visuel. On travaille avec un autre cabinet d'archi qui est également investisseur pour s'assurer que ces infrastructures-là soient considérées comme ouvrages d'art. Voilà, il y a des idées assez intéressantes pour que justement ce soit intéressant, en tout cas visuellement, que ça ne défigure pas le paysage, quoi. Voilà. En Europe, ce sera sûrement plus difficile encore. Mais on va regarder. Et après, il y a une autre configuration aussi, c'est d'être semi-enterré. Je prends l'analogie des câbles électriques où, voilà, enterrés, ben, on ne les voit pas et c'est quand même mieux. Mais aussi, ça a un coût associé. Donc, on verra comment. C'est toujours une histoire de compromis. Ok, alors si on reste dans le domaine technique, j'ai d'autres questions sur des points assez particuliers. Ouais. Les nuisances sonores, quel niveau de bruit vous envisagez pour votre technologie? Alors, on a de la chance là-dessus. Alors déjà, on est dans un environnement à faible pression. Alors, c'est pas le vide absolu, hein. On n'est pas dans l'espace, on est à 100 pascal à peu près. Donc 100 pascal, c'est le niveau de pression qu'on a à 50 km d'altitude à peu près. Et l'avantage, c'est que, alors, indépendamment qu'il reste un petit peu d'air, moins il y a d'air et moins le son se propage. Je ne sais pas si Emmanuel, vous aurez la chance d'être dans l'espace à un moment ou un autre, mais si vous criez dans l'espace, personne ne vous entendra. Donc voilà, si vous êtes dans le vide, personne ne vous entendra. Et donc du coup, le fait d'avoir enlevé 99% de l'air dans le tube fait que les niveaux sonores sont quand même beaucoup plus faibles. Ensuite, on est avec des moteurs électromagnétiques. Donc on n'est pas avec des pièces mobiles. Donc on est vraiment sur on va dire un niveau sonore aérodynamique, mais à des niveaux beaucoup plus faibles qu'un train classique ou un avion. Voilà. Il faudra être à côté du tube pour entendre passer les véhicules passer, mais à quelques dizaines de mètres, ce sera, je pense même. Oui, il y avait j'ai demandé à Ryan, qui est notre ingénieur en chef et notre savant fou,
ou génie, on va dire. Le bruit serait similaire à pour ceux qui ont eu l'expérience d'être à côté d'une éolienne, quand la pale d'une éolienne passe, voilà, on a ce sifflement que l'on entend, que l'on perçoit. Et donc, on serait sur des niveaux sonores similaires à celui des éoliennes aujourd'hui. Voilà. Quand le pod passe à l'intérieur du tube. Donc, le bruit, pas vraiment un problème, plutôt même un avantage compétitif Oui, par rapport à la exactement. route ou au train. Ouais. OK. Alors, une autre question, toujours technique, de Victoria. Avez-vous analysé l'effet électromagnétique sur le corps humain? Aura-t-il des effets négatifs? Et si oui, que proposez-vous pour les combattre? Je n'avais pas compris que vous utilisiez l'énergie électromagnétique, ou alors j'ai mal compris. Non, si, on a, c'est des électroaimants qui sont en partie haute. OK. Alors, je vais prendre un comparatif. C'est des moteurs qui sont similaires à celui du SkyTrain à Vancouver. C'était des moteurs qui avaient été développés par Bombardier, sauf que c'est des moteurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes spécificités, mais en termes par rapport aux contraintes techniques, mais en termes d'émissions électromagnétiques, c'est assez similaire. Ensuite, les champs électromagnétiques se dissipent. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais se dissipent de façon exponentielle, je crois. Donc, si on est très proche, donc à quelques centimètres, c'est assez élevé, mais dès qu'on est à 50 ou 1 mètre du moteur, le niveau du champ électromagnétique est très très faible. Et les premiers résultats qu'on a sont plutôt, voilà, sont pas problématiques. Mais après, voilà, ça fait partie justement, c'est pour ça que l'aspect réglementaire est très important, parce que c'est des normes qui vont nous être imposées par, on va dire, la Commission européenne des transports ou par Transport Canada, qu'il va falloir que l'on respecte pour, bien sûr, s'assurer que les passagers qu'on transporte soient transportés en toute sécurité. Ok, alors deux autres questions. Une, je pense, à laquelle la réponse sera assez rapide. Pourquoi pas Calgary-Vancouver? Alors, tout est possible, hein. Il y a juste un truc entre les deux, ça s'appelle les Rocheuses. Et du coup, c'est juste un peu plus cher. Mais après, on ne se prive de rien. Voilà. Mais la façon dont on voit les choses évoluer est assez similaire à celle du ferroviaire il y a 150 ans. C'est-à-dire qu'on va commencer par quelques segments. Donc Calgary, Edmonton, peut-être les segments les plus intéressants économiquement parlant et les plus faciles à développer, et jusqu'à avoir un réseau complet. La seule différence entre maintenant et 150 ans, c'est que maintenant les choses vont quand même beaucoup plus vite. Et donc on peut voir, surtout si la rentabilité est confirmée, on peut voir ce réseau se développer beaucoup plus rapidement que prévu, et principalement en Amérique du Nord en fait. Comme l'Amérique du Nord n'a pas fait le choix du train à grande vitesse, mais que maintenant il y a une urgence climatique, et aussi on propose un système qui se déplace à la même vitesse que l'avion. Donc du coup, s'il y a une rentabilité économique et en même temps, on va dire, on coche la case climatique, il y aura tout intérêt à développer voilà, ces systèmes-là dans les prochaines années. Et aujourd'hui, de ce qu'on peut voir et des échanges qu'on a avec le gouvernement américain, il y a un réel intérêt à développer ça. Et alors, là, une question de Joël, et on revient sur le terrain économique. Je te la livre telle quelle. L'Alberta a déjà regardé la construction d'une ligne ferroviaire rapide entre Calgary et Edmonton, mais le volume de trafic a été jugé insuffisant pour rentabiliser une telle ligne. Comment se fait-il que le volume soit suffisant pour justifier l'hyperloop? Et je compléterai, parce que je me rappelle bien de cette étude, et je me rappelle que la sensibilité au prix du projet était très grande, c'est-à-dire que si le prix du billet augmentait de $10, il y a beaucoup moins de gens prêts à passer une liaison train rapide par rapport à utiliser sa voiture. Il y a un élément clé, c'est de coupler ça avec du fret. Voilà. Donc, de faire juste du passager, c'est vrai que la rentabilité est discutable.
Donc, clairement, coupler ça avec du fret. Donc, aujourd'hui, on part sur une ligne avec 4 à 5 arrêts. Donc, ça partirait du centre-ville de Calgary, un arrêt à l'aéroport de Calgary avec une connexion avec un hub de fret. Aujourd'hui, on travaille avec DHL pour remplacer, en fait, enlever certains camions. Aujourd'hui, DHL, juste pour le modèle, ils ont un hub à Cincinnati et ils ont un vol quotidien qui va sur Edmonton et sur Calgary. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'annuler le vol qui va sur Edmonton, de tout consolider sur Calgary et ensuite d'envoyer le reste via le tube sur Edmonton. Et donc, on est dans cette analyse et c'est là l'objectif de cette étude de faisabilité, de bien comprendre les volumes de passagers et de fret et de consolider justement toutes les informations pour s'assurer que le modèle économique soit intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je ne sais pas quelle était la fréquence des trains entre Calgary et Edmonton, mais aujourd'hui, nous, voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un véhicule toutes les 2 minutes et, voilà, et de pas, voilà, de maximiser l'utilisation de l'infrastructure justement pour la rentabiliser. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Voilà, de toute façon. Donc, D'accord. Donc, je vois qu'on arrive à 13 heures et certains de nos auditeurs commencent à nous quitter, mais comme il y a encore quelques questions, je te propose de continuer encore quelques minutes ouais, moi, c'est si tu bon. Il y en y es a une que je disposé. vois là, financée par la Banque d'infrastructure. On a des discussions avec eux. C'est une possibilité. Voilà. Aujourd'hui, ils sont intéressés. Nous aussi. La question, c'est est-ce qu'on va avoir les institutionnels avec qui on discute n'auront peut-être pas forcément besoin de la banque d'infrastructure. Donc, c'est presque du nice to have à aujourd'hui, mais on réfléchit à déposer un dossier. Ouais. Ok, alors on a une question de Claire. Bonjour, quelle est l'énergie nécessaire pour faire circuler l'Hyperloop? Merci. Alors, je ne sais pas comment tu peux exprimer l'énergie, peut-être par passager transporté, enfin, Ouais, quelle est ou en l'unité? mégawatts. Si tu pouvais nous donner des Alors, pour références. donner on a besoin d'un peu moins d'énergie qu'une rame de TGV. Voilà, donc, juste. Alors, après, rame de TGV, on est de l'ordre de plusieurs mégas. Alors, 3, je crois qu'on est entre. Non, je vais dire des conneries. Donc, mais voilà, l'analogie, c'est. Faut regarder un peu sur Internet combien une rame de TGV consomme. Mais on est légèrement inférieur à. Et ensuite, il faut aussi considérer est-ce que c'est consommation instantanée ou continue. Mais dans l'ensemble, voilà, on consomme moins qu'une ligne de train grande vitesse classique. Ensuite, par contre, il y a un point important à intégrer parce que si vous l'avez noté dans la présentation, on a donc c'est des infrastructures qui demain seront équipées de panneaux solaires. Et donc avec comment dirais-je ce qu'il faut comprendre, c'est le système ne sera pas alimenté par des panneaux solaires. Le système sera toujours alimenté via le réseau électrique. Et ensuite, l'objectif, c'est de redistribuer ce que l'on va récupérer du solaire sur le réseau électrique. On pourrait théoriquement être alimenté directement par du solaire, mais cela impliquerait en fait des installations de stockage qui sont aujourd'hui trop onéreuses et qui augmentent de façon voilà, importante le coût de l'infra, donc ce n'est pas intéressant. Mais d'être connecté au réseau et ensuite de pouvoir on va dire, distribuer ce qu'on récupère du solaire sur le réseau, fait qu'on a potentiellement un ratio ou une balance énergétique en fait supérieure à 1. Et même si on a un ratio qui est inférieur à 1, ce sera toujours meilleur que n'importe quelle autoroute ou n'importe quelle ligne de chemin de fer. Alors après, j'ai eu des commentaires aussi qui me disaient, mais installer des panneaux solaires sur les routes ou sur les lignes de chemin de fer, tout le monde peut le faire. Je dis, bah, écoutez, si tout le monde peut le faire, allez-y. Hein. Rien ne nous en empêche de le faire et aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Donc, mais voilà, nous, on a cet avantage de partir de la feuille blanche et du coup, on peut se permettre d'installer des panneaux solaires et de contribuer même à la transition énergétique d'une zone géographique. Ok, donc on avait une série de questions de Benoît, mais je crois que tu as répondu sur le nombre d'arrêts
Alors, J'ai pas je vais le terminé lire, là-dessus. mais Ouais. si tu... Ah, C'est vrai que j'avais oui, pas alors, terminé. Il y avait aéroport de Calgary. On considère un arrêt à Red Deer, mais c'est pas garanti. Et ensuite un arrêt à l'aéroport d'Edmonton et ensuite centre-ville de Edmonton. et pas centre-ville de Calgary? Si, on partirait. D'accord. Il y a même le gouvernement avait fait ça bien il y a quelques années. Il y a encore des terrains disponibles derrière la mairie de Calgary qui avaient été achetés notamment pour la construction d'une gare à grande vitesse. Et est-ce que vous envisagez une connexion avec des gares existantes, qui est une autre question de Benoît? Par exemple, une interconnexion avec des lignes, ce qu'on appelle LRT à Calgary ou métro à Edmonton? Alors, Edmonton, oui. C'est-à-dire qu'à Edmonton, il y a deux options aujourd'hui. C'est où on se connecte avec l'une des dernières stations de leur système existant, donc à la limite de la ville. Et ensuite, donc, les passagers voilà, continueront leur trajet avec un système conventionnel, de transport conventionnel. Sur Calgary, l'idée, voilà, c'est vraiment de partir derrière, depuis comment dirais-je, la mairie de Calgary. Après, on va devoir avoir des discussions, notamment pour savoir si on peut partager. Il y a un bout de corridor qui aujourd'hui est la propriété de CN ou CP. Et voilà, il y a des négos sur l'utilisation de ce petit bout. On va voir si on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, une question un petit peu sceptique de Joël. Quelle est la valeur d'une telle vitesse? Le Concorde, qui offrait un voyage plus rapide que d'autres, ne vole plus aujourd'hui. Ouais, ben c'est justement en fait la vitesse est un facteur intéressant, mais je dirais si c'était l'unique facteur, ce serait pas, il y aurait aucun intérêt à développer ce nouveau mode de transport. Quand on s'est lancé dans l'aventure avec Ryan, on se dit ok, il faut que ça adresse quatre problématiques. Sinon, autant utiliser la voiture, le train ou l'avion. Voilà, je la fais courte. La première, c'est voilà, flexibilité d'usage. Il faut que ce soit plus simple que ce qu'on a aujourd'hui. Plus simple que de prendre le train, plus simple que de prendre l'avion, avec justement d'apporter en plus de la vitesse, la flexibilité d'un métro. Donc ça, c'est un gros point. Le deuxième, c'est l'aspect durable. Il faut un système qui soit indépendant des énergies fossiles et qui adresse cette problématique du réchauffement climatique, tout en ayant un compromis intéressant pour continuer à nos sociétés de se développer, créer des emplois, mais sans détruire la planète. Donc ça, c'est pas évident. Le troisième aspect, c'est le prix. On en a parlé. Si on a un système qui est exorbitant, ça vaut pas le coup, quoi. Voilà. Et le quatrième aspect, du coup, c'est la vitesse. Donc, flexibilité d'usage, durable, moins cher ou en tout cas pas plus cher que ce qu'on a aujourd'hui. Et le dernier, c'est la vitesse. Et donc, si on a ces quatre éléments, ben là, du coup, ça devient intéressant. On se dit, OK, on a un système qui est une vraie alternative à la route. Si demain, après, on se projette, on prend un petit peu de recul et on se dit, OK, alors je peux aller à Edmonton en une demi-heure. Ça ne va pas me coûter pour à peine plus cher qu'un plein d'essence. Je peux aller voir de la famille ou aller au restaurant, etc. et revenir la même journée. OK, j'achète. La problématique que l'on voit par contre, c'est ce qu'on a vu avec l'avènement de Uber ou Lyft, où au début, les analystes disaient ouais, c'est génial comme truc, ça va permettre d'enlever les voitures des routes. Et en fait, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a augmenté le niveau de trafic des routes. Demain, si on a un système qui répond à ces quatre critères dont je viens de parler, tout le monde va l'utiliser. Ça va être plein, en fait, les retours même des sociétés de fret sur Toronto-Montréal nous ont dit si demain vous avez un tube comme ça et que le coût est à peine plus cher que le camion en transport, ça va être plein dès le premier jour. En fait. Et donc, ça va être de répondre à la demande. Et voilà, je vois ça plus comme ce sera on va dire un bon problème à avoir, mais c'est plus ce problème-là que j'entrevois.
Ok, alors l'heure avance. Il me reste deux questions. Et si on pouvait avoir des réponses courtes et deux questions, parce que j'ai une question de Victoria, mais qui est un petit peu, non pas pessimiste, mais Pas grave. qui évoque des risques. Donc elle est intéressante, mais je souhaiterais terminer sur une question un petit peu plus positive. Donc je livre d'abord la question de Victoria. Avez-vous intégré les coûts de terrorisme dans votre analyse, c'est-à-dire les coûts pour protéger la ligne contre les attentats? Euh, alors, en détail, non, pas encore. Ça fait partie des analyses de risque que l'on fait, mais elle n'est pas plus différente en fait qu'une analyse de risque pour une ligne à grande vitesse classique ou un aéroport ou un avion. En fait, on est exactement sur les mêmes problématiques. Après, il y a un autre aspect en fait qui est un peu le mal de notre époque, c'est toutes les protections contre les cyberattaques, parce que ça va être un système ultra connecté et c'est un système donc du coup qui devra intégrer un niveau de protection plus élevé même que ce qu'on se connaît aujourd'hui pour justement assurer un niveau d'opération et d'éviter que le système se fasse pirater d'un point de vue informatique. Donc c'est plus cette problématique-là voilà, qu'il faut qu'on intègre dès maintenant et qu'on intègre dès maintenant, sachant que voilà, l'analyse, le risque terroriste de la personne qui met une bombe, etc., est aujourd'hui voilà, connu, archi connu, déjà traité. C'est pas quelque chose de nouveau, contrairement aux attaques informatiques. Ok, alors j'aimerais poser une dernière question. Qui sont vos concurrents? Tu as parlé d'Elon Musk qui a un peu cité différentes sociétés en 2013, je crois. Tu as cité l'année 2013. Ouais. Plusieurs sociétés à étudier ce type de transport. Est-ce que cela a créé d'autres vocations à part Transpod, et est-ce que vous avez des concurrents directs sur ce concept que vous proposez? Ouais, ouais, en fait, alors déjà, donc c'est un concept qui existe depuis plus de 100 ans, etc. Il y a une société aux États-Unis qui avait déposé des brevets en 1997, qui s'appelait ET3, qui végète, enfin qui n'est pas très active maintenant. Il y a une société en Suisse qui s'appelait Swiss Metro, qui avait réussi à avoir une concession, je crois que c'était entre Lausanne et Zurich, mais malheureusement la crise financière les a pas aidés et ils ont été obligés de déposer le bilan en 2008. Et ensuite, donc il y a les Sud-Coréens, mais c'est plus ou moins le gouvernement qui développe ça depuis 2011. Et après, voilà, l'élément déclencheur, euh, c'est Musk. Voilà. Alors, je connais pas le monsieur. J'aime bien ce qu'il fait sans être forcément super fan toujours des méthodes, etc. Mais si aujourd'hui l'écosystème existe, c'est un peu grâce à lui. Alors, il n'existe pas grâce à. Il n'a pas développé, il a rien développé du tout, hein. Contrairement aux idées reçues, Hyperloop, c'est un concept. Il n'y a pas de technologie, mais il a impulsé en fait un mouvement et incité des sociétés ou des gens, voilà, comme Ryan et moi-même, à démarrer en fait. Nous, on avait identifié ce concept-là, mais je m'appelle pas Elon Musk, quoi. Donc je me voyais mal frapper à la porte des investisseurs en disant coucou, c'est une idée géniale, donnez-moi des sous. Mais quand Musk en 2013 en fait sort du bois et dit non non, ça c'est une bonne idée, il faut que des sociétés se lancent dans l'aventure et développent cette technologie-là, en fait ça amène de la crédibilité. De par son succès avec Tesla et SpaceX, il y a une certaine communauté financière qui a commencé à regarder ça et se disant tiens, c'est pas mal. Et aujourd'hui, il y a un fait, c'est-à-dire que si on veut améliorer le transport physique, terrestre, on va dire, euh, il faut changer de concept. Un train aujourd'hui à grande vitesse ne peut pas aller à plus de 300 km/h. Alors, certains disent oui, mais on a fait des tests à 500. Non, mais quand le train, on fait un test à 500 km/h, à la fin, il faut tout changer. Il faut changer les moteurs, les roues, les freins. Le truc, économiquement, c'est pas rentable. Et les nouveaux trains, là, ce que Alstom appelle le TGV du futur, va moins vite que l'ancien. Les vitesses de pointe aujourd'hui des derniers trains, c'est 290 km/h, alors que l'ancien va jusqu'à, enfin ceux qui sont encore en service actuellement,
peuvent aller jusqu'à 320. Et en fait, la liaison physique roue-rail fait que voilà, il faut changer de concept. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on croit dur comme fer en ce nouveau concept. Après, il faut faire attention. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, Emmanuel, on a aujourd'hui, il y a maintenant 7 acteurs. Il y a 4 sociétés en Europe. Il y en a une en Espagne, une aux Pays-Bas, une en Suisse et une en Pologne. J'ai 2 concurrents aux États-Unis, donc Virgin et HTT. Et puis, voilà, Transpod. Mais moi, je ne les considère pas vraiment comme des concurrents, mais plus comme des acteurs avec un objectif commun de développer un écosystème. Et aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que mes concurrents principaux aujourd'hui sont plutôt Alstom, Airbus, Boeing, les gros, qui à partir du moment où on va commencer à sécuriser des corridors, je ne pense pas qu'on va être super copains. Voilà. Mais bon, après, à suivre. Merci Sébastien, merci beaucoup pour partager ce projet extraordinaire, passionnant. Avec plaisir, c'est que le début. Oui, absolument. Nous avons hâte de te réinviter lorsque ta ligne pilote sera en service pour que tu puisses nous faire une description virtuelle et nous rendre compte des premiers résultats. Merci à tous. Merci à tous. J'espère qu'on pourra faire ça, excuse-moi Emmanuel, j'espère qu'on pourra faire ça sur site même. Pourquoi pas ? Absolument, absolument. Oui, nous avons aussi dans notre mandat d'organiser des visites de sites. Nous en avons en projet là pour cette année, lorsque le Covid nous le permettra. Merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, bonne soirée à ceux qui nous ont rejoints depuis l'Europe. Bonne fin de journée à ceux qui nous ont rejoints depuis l'Amérique du Nord. Nous avons un autre événement programmé dans la deuxième quinzaine d'avril. Ce sera le projet GNL Québec, Gaz naturel liquéfié Québec, un des 2 projets de gaz naturel liquéfié qui ont le vent en poupe. Et c'est un projet également très, très novateur de par son empreinte environnementale. Tony Leverger, le vice-président développement, viendra nous parler. Donc, nous annoncerons la date prochainement. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre infolettre, si vous souhaitez recevoir nos communications et l'annonce de nos prochains événements, c'est très simple. Allez sur le site calgaryaccueil.ca. En bas de page, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre, vous recevrez toutes nos communications et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. N'hésitez pas à parler de nous, relayer l'information, nos annonces aux gens qui pourraient être intéressés. Et encore une fois, merci à toi Sébastien, merci à Vincent pour l'organisation et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci Sébastien. Au revoir.